Le manoir du bois, dressé à la lisière des vignobles de Bordeaux, semblait figé dans le temps. Son architecture imposante, toute de pierres blanches et de ferronneries élégantes, surplombait une mer de vignes disciplinées. À l'intérieur, tout respirait le silence et la retenue. Une maison grande, luxueuse, mais dénuée de rire, de voix, de vie. Claire Morel, 22 ans, y travaillait depuis près d'1 an. Silencieuse, ponctuelle, invisible par choix, elle glissait d'une pièce à l'autre avec la discrétion d'un souffle de vent. Elle connaissait chaque craquement du parquet, chaque reflet sur les miroirs anciens, chaque habitude de ses employeurs. Mais c'était surtout la solitude élégante de Camille Dubois, maîtresse de la demeure, qui lui restait gravée dans l'esprit. Camille, trentenaire au regard de glace et aux gestes mesurés, gérait un empire de cosmétiques avec une rigueur inébranlable. Depuis la mort tragique de son mari l'année précédente, elle s'était enfermée dans une routine presque clinique. Le manoir, bien que magnifique, ressemblait à un mausolée, et même la naissance récente de sa fille n'avait pas changé cela. Élise, la petite Élise, un nom doux, presque un murmure. Elle était née prématurément, fragile comme une porcelaine, et tout dans sa présence semblait suspendu à un fil invisible. Depuis son arrivée, la demeure avait été transformée en une forteresse silencieuse. Une aile entière avait été réaménagée en salle médicale privée, avec personnel soignant, équipement et surveillance continue. Mais ce luxe médical ne masquait pas la tension constante qui régnait dans les couloirs. Claire observait tout. Elle ne parlait que rarement, mais ses yeux captaient les moindres détails. Elle avait vu les allers-retours nerveux des médecins, les conversations à voix basse, les regards fuyants. Quelque chose n'allait pas. Et dans ce monde figé, elle était l'unique témoin lucide de la détresse muette qui s'intensifiait chaque jour. Ce matin-là, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux de velours, Claire entrait dans le grand salon avec une pile de draps propres. Elle s'arrêta net. Camille était là, assise dans l'un des fauteuils de velours vert, tenant Élise dans ses bras. La scène aurait pu être paisible, mais il y avait dans l'immobilité de Camille une tension glaçante. Ses doigts tremblaient à peine, mais son regard était figé sur la petite fille, qui respirait difficilement, emmitouflée dans une couverture blanche. Claire recula d'un pas, se fondant dans l'ombre. Elle savait qu'elle n'était pas censée voir cela. Pourtant, elle resta là quelques secondes de plus, le cœur serré. Un sentiment étrange l'envahissait, un pressentiment, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qui la poussait à rester attentive. Elle tourna les talons sans bruit, laissant derrière elle une scène figée dans une douleur muette. La journée s'étira dans une lenteur oppressante. Les couloirs étaient de plus calmes que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. À la cuisine, les autres employés parlaient à voix basse, échangeant des suppositions. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, mais tous avaient remarqué la nervosité croissante dans la maison. Claire, elle, gardait le silence. Elle sentait que ce jour serait différent. Quelque chose allait se briser. En fin d'après-midi, une voiture sombre franchit les grilles du manoir. Claire, occupée à nettoyer les marches de l'entrée principale, vit 2 hommes en blouse blanche descendre, l'air grave. L'un d'eux portait une mallette métallique. Elle les suivit du regard alors qu'ils étaient accueillis par Serge, le chef de la sécurité, puis conduits rapidement vers l'aile médicale. Personne ne parlait. Même les oiseaux semblaient en s'être tus. Claire rangea son matériel et se dirigea vers l'arrière de la maison, son cœur battant un peu plus vite. Dans le couloir menant aux cuisines, elle croisa une infirmière qu'elle connaissait de vue. Le visage de la femme était pâle, tendu. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Elle accéléra le pas, sans but précis, mais avec l'impression que l'air devenait plus lourd à chaque respiration. À l'étage, derrière une porte entr'ouverte, elle entendit des voix étouffées. Camille parlait, mais sa voix tremblait, chose rare. Claire s'approcha, lentement, le souffle court. Elle s'arrêta juste avant le seuil, collée au mur. Les mots perçaient à travers le bois épais, chacun d'eux résonnant comme un coup de tonnerre. 1 heure, c'est tout ce qu'il lui reste. Le sang de Claire se figea. 1 heure, le cœur d'Élise ne tiendrait pas. C'était ce qu'il venait d'annoncer. La science, la technologie, l'argent, rien ne pouvait changer cela. Camille avait tout entendu, et pour la première fois, sa voix s'était brisée. Claire recula d'un pas, le regard vide, son propre souffle devenant rauque. Elle sentait quelque chose éclater en elle, un souvenir,
Un poids ancien. Quelque chose de profond remontait à la surface. Elle posa une main contre le mur pour ne pas vaciller. Puis, d'un mouvement presque instinctif, elle tourna les talons et partit en courant, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, dans la pièce silencieuse, le monde de Camille venait de s'écrouler. Et dans le cœur de Claire, une conviction venait de naître. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester spectatrice. Elle avait 1 heure, 60 minutes, et peut-être, juste peut-être, une chance. Un silence inhabituel s'était abattu sur le manoir du bois, le genre de silence que l'on ne rencontre que dans les instants suspendus entre la vie et la mort. Claire était revenue à pas feutrés vers le couloir principal, dissimulée à moitié dans l'ombre d'un pilier de marbre, son cœur battant comme une alarme intérieure. À travers la porte entr'ouverte du bureau, elle distinguait la silhouette raide de Camille, debout, figée, comme si chaque mot prononcé par les 2 médecins devant elle l'avait transformée en pierre. Ils parlaient de bas, mais l'acoustique de la pièce laissait échapper suffisamment de fragments pour que Claire comprenne. La petite Élise, âgée de seulement quelques semaines, souffrait d'une malformation cardiaque sévère. Aucun traitement, aucune opération, aucune procédure ne pourrait prolonger sa vie. Selon leurs examens, elle ne survivrait pas à l'heure suivante. Camille n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié, elle n'avait rien dit. Elle avait simplement incliné la tête, le regard perdu dans un vide que seuls ceux qui viennent de perdre un enfant peuvent reconnaître. Les 2 médecins s'étaient tus, inconfortables face à cette réaction contenue. Serge, le chef de la sécurité, se tenait à quelques pas derrière elle, impuissant, les bras croisés sur sa poitrine massive. Une infirmière, dans un coin, avait détourné les yeux. Et dans l'encadrement de la porte, Claire, témoin involontaire, sentait chaque mot s'imprimer dans sa mémoire avec la précision d'un scalpel. Les secondes s'étiraient, lourdes, épaisses, presque solides. Il n'y avait plus de bruit dans la maison. Même la pendule centenaire suspendue dans le couloir principal semblait avoir arrêté son tic-tac. Camille fit finalement un geste de la main, sec, presque mécanique, indiquant au médecin qu'il pouvait disposer. Sans un mot, elle quitta la pièce, la démarche raide, tenant toujours sa fille contre elle. Claire, comme pétrifiée, la suivit du regard alors qu'elle s'éloignait vers l'aile transformée en unité médicale privée. Dans le salon adjacent, un domestique s'était arrêté au milieu de l'aspiration du tapis. Dans la cuisine, on avait baissé les ustensiles sans bruit. La nouvelle s'était déjà propagée dans l'air sans que personne n'ose la nommer. 1 heure, 60 minutes, pas une de plus. Claire se détourna lentement et descendit l'escalier de service menant au quartier du personnel. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une mémoire, une douleur familière tapie sous la surface depuis des années. Elle se rendit jusqu'à sa petite chambre, ouvrit la porte d'un geste brusque et alla directement sous son lit. Son bras chercha à l'aveugle dans l'obscurité jusqu'à toucher une boîte métallique, vieille et cabossée. Elle la sortit avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de vivant, et la posa sur le lit. Elle s'assit, l'ouvrit, et les souvenirs affluèrent. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient des documents jaunis, des notes manuscrites, des résultats d'analyse, et une photo fanée d'une jeune fille souriante, sa sœur Julie. Julie, morte il y a 4 ans, à l'âge de 15 ans, suite à un mauvais diagnostic et à une négligence insupportable dans un hôpital de province. Claire, alors étudiante en 2e année de soins infirmiers, avait été présente à chaque étape de l'agonie silencieuse de sa sœur. Et quand Julie avait poussé son dernier souffle, quelque chose en Claire s'était brisé. Elle avait quitté l'école, coupé les ponts avec tout ce qui avait un lien avec la médecine, s'était réfugiée dans l'anonymat du travail domestique. Elle avait promis de ne plus jamais s'approcher d'un hôpital, ni d'un patient, ni d'un souvenir. Mais aujourd'hui, quelque chose la ramenait. Dans les dossiers étalés devant elle, elle reconnut des termes, des symptômes, des chiffres, des constantes vitales qui faisaient écho à ce qu'elle avait entendu sur Élise. Une cardiomyopathie congénitale rare, la même que celle qu'un certain docteur Moreau avait tenté de traiter par une combinaison non approuvée de médicaments dans une clinique rurale près d'Agen. Claire se souvenait avoir lu l'étude, secrète, jamais publiée, car interrompue brutalement par des pressions politiques. Un traitement expérimental sur 3 enfants. 2 étaient morts, mais le 3e avait survécu. Par miracle selon les uns, par méthode selon les rares notes qui restaient.
Elle serra les mâchoires. Ce n'était pas un miracle. C'était de la science, de l'intuition, de l'audace. Et maintenant, cette audace pourrait peut-être sauver Élise. Peut-être. Le mot tournait dans sa tête comme une prière. Peut-être. Mais qui l'écouterait? Elle n'était qu'une employée de maison. Personne ne savait qu'elle avait étudié la médecine. Personne ne connaissait son passé. Elle avait tout fait pour l'enterrer. Les médecins ne l'écouteraient pas. Camille non plus. Le monde ne prêtait pas attention aux voix des petites gens, surtout quand elle remettait en question des experts diplômés. Pourtant, dans cette boîte, dans ses souvenirs, dans ses mains, il y avait une possibilité. Infime, risquée, mais réelle. Elle se leva brusquement, remit les papiers dans la boîte, ferma à clé. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. La petite Élise allait mourir dans moins d'une heure. Le compte à rebours avait commencé, et Claire, malgré tout ce qu'elle avait fui, sentait une décision se former en elle, solide comme le marbre. Elle allait parler, elle allait essayer. Même si personne ne l'écoutait, même si on la prenait pour une folle, elle devait le faire, parce que personne d'autre ne le ferait, parce que Julie n'avait pas eu cette chance, parce qu'Élise ne pouvait pas être une autre statistique, parce qu'il y a des douleurs que seule l'action peut apaiser. Elle sortit de sa chambre et remonta les escaliers à grandes enjambées, le visage fermé, les poings serrés. Devant elle, le manoir s'étendait, beau, froid et indifférent. Mais Claire, pour la première fois depuis des années, n'avait plus peur de ces fantômes. Elle savait ce qu'elle valait, et elle savait qu'elle n'avait que très peu de temps. Elle avait 60 minutes pour convaincre un monde qu'il avait toujours ignoré. 60 minutes pour tenter l'impossible. Le bruit sourd de ses propres pas résonnait dans les escaliers étroits menant au sous-sol du manoir. Claire serrait les dents, le souffle court, chaque mouvement guidé non plus par la peur, mais par une urgence implacable. En quittant les étages supérieurs, elle n'avait pas seulement pris la décision d'agir, elle avait franchi une ligne invisible. Désormais, ce n'était plus une domestique obéissante qui marchait dans ces couloirs de pierre, mais une jeune femme déterminée à ressusciter un passé qu'elle avait passé des années à fuir. Ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle portait en elle, pourrait faire la différence entre la vie et la mort d'un nouveau-né. Elle traversa le long couloir des employés jusqu'à atteindre la salle de repos. Une porte grince en se refermant derrière elle. Le silence y était absolu, seulement troublé par le lointain bourdonnement d'un système de ventilation vétuste. Claire ferma à clé. Elle se dirigea vers le placard métallique au fond de la pièce, s'agenouilla et retira rapidement les cartons empilés dans le bas. Derrière une plaque de bois faussement fixée, elle découvrit la fente qu'elle avait creusée des mois plus tôt lorsqu'elle avait décidé de dissimuler ce qu'elle n'avait jamais osé jeter. Son carnet noir y était encore. Une couverture en cuir abîmée, aux bords effilochés, contenant des années de notes prises durant ses études d'infirmière, annotées, raturées, enrichies par des expériences personnelles qu'elle n'avait jamais partagées. Elle le tira lentement, comme on exhume une vérité enterrée. Sous le carnet, une chemise plastifiée renfermait des documents médicaux, des photocopies d'articles jamais publiés et un petit dossier jauni par le temps, au nom de Julie Morel. Les mains de Claire tremblaient, non de doute mais de tension accumulée. Ce dossier, elle ne l'avait pas ouvert depuis 4 ans. Le regard fixé sur la photo d'identité de sa sœur, elle inspira profondément. Julie, son regard pétillant, son sourire de travers, sa voix joyeuse même dans les couloirs d'hôpital, lui revenait avec une netteté douloureuse. Elle se souvint du jour où tout avait basculé. Les médecins qui avaient minimisé les symptômes, les heures d'attente injustifiées, l'opération qui était arrivée trop tard, et le cri de leur mère dans le couloir, ce cri qui ne l'avait jamais quitté. Mais il y avait eu autre chose, une anomalie dans les dossiers, une erreur de diagnostic révélée après coup, dissimulée, puis oubliée. Claire n'avait jamais eu les moyens de poursuivre en justice, mais elle avait tout noté, compulsivement, obsédée par la peur que cela puisse se reproduire. Et à présent, face à la détresse silencieuse de Camille et à l'état désespéré de la petite Élise, ses souvenirs devenaient plus qu'un fardeau. Ils devenaient une chance. Elle feuilleta rapidement le carnet, cherchant les passages soulignés en rouge. Elle retrouva les notes liées à une pathologie identifiée lors d'un stage en néonatologie, une défaillance cardiaque congénitale rare, presque identique à celle d'Élise, décrite dans le langage froid et méthodique de la médecine, mais dont les conséquences réelles étaient dévastatrices. Elle se rappelait parfaitement la description.
cyanose périphérique, souffle au cœur inaudible à l'auscultation classique, saturation instable. Exactement ce que l'infirmière avait murmuré à l'autre bout du couloir ce matin. Et puis, dans une des poches intérieures du carnet, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un feuillet déchiré, replié plusieurs fois. Un vieux billet griffonné à la main, transmis clandestinement par un interne d'une petite clinique du Lot-et-Garonne. Il y était mentionné une combinaison thérapeutique non conventionnelle, à base de propranolol, de captopril et d'un modulateur expérimental inhibant une protéine spécifique chez les nourrissons. Ce protocole n'avait jamais passé la validation éthique nécessaire à une publication scientifique. Mais Claire se souvenait du dernier message qu'elle avait reçu du jeune interne quelques jours avant la fermeture brutale de la clinique. Un enfant a survécu, pas grâce à un miracle. Grâce à ce traitement, elle posa les documents à plat sur la table, cherchant à recouper les informations, à reconstruire la logique derrière cette combinaison médicamenteuse. C'était un risque immense. Ce protocole n'était reconnu nulle part. Toute tentative d'application pourrait être considérée comme une expérimentation illégale. Et pourtant, elle savait ce que les médecins de la clinique savaient. Dans certains cas extrêmes, il n'y avait plus rien à perdre. Élise était dans cet entre-deux tragique, où la médecine officielle n'avait plus rien à offrir. Un bruit la tira de ses pensées. Une porte claqua à l'étage. Le temps s'échappait. Elle avait probablement moins de 45 minutes. Elle prit les feuilles les plus importantes, les glissa dans une enveloppe Kraft et sortit à nouveau du local, le regard décidé. Son plan n'était pas encore clair. Elle savait simplement qu'il fallait convaincre quelqu'un. Peut-être un médecin. Peut-être Camille elle-même. Mais l'accès à Élise était désormais restreint à l'aile médicale. La sécurité y veillait. Et elle, dans l'organigramme du manoir, n'était rien. Dans le couloir, elle croisa le docteur Lambert, l'un des deux hommes en blouse blanche arrivés plus tôt. Elle l'interpella d'abord timidement, puis avec plus d'assurance lorsqu'il s'arrêta, manifestement agacé. Elle lui tendit les documents, parla vite, mais avec clarté. Expliqua ses études passées, les observations similaires, l'étude non reconnue. Il l'écouta à peine, fronçant les sourcils, haussant les épaules avec condescendance. Il lui lança une réplique sèche. Ce n'est pas le moment d'écouter des théories sorties de carnets poussiéreux. Puis il tourna les talons. Claire resta plantée là, les mains vides, les yeux secs. Elle aurait pu s'effondrer, mais au lieu de cela, une froide détermination se solidifia en elle. Personne ne l'aiderait. Personne ne croirait une ancienne étudiante tombée dans l'oubli. Si quelque chose devait être tenté, elle devrait le faire seule. L'idée germait lentement dans son esprit. Si elle ne pouvait pas entrer par la porte, elle entrerait autrement. Elle connaissait chaque recoin du manoir, chaque tunnel de service, chaque habitude des équipes médicales. Elle ne savait pas encore comment elle le ferait, mais elle savait qu'elle devait le faire, parce qu'Élise n'avait plus qu'une poignée de minutes. Parce que Claire, elle, n'avait plus rien à perdre. La lumière du jour avait commencé à décliner, enveloppant les couloirs du manoir Dubois d'une teinte ocre et feutrée, comme si le soleil lui-même comprenait qu'il ne convenait plus d'éclairer la douleur de cette maison. Claire avançait avec détermination, enveloppée d'un silence qu'elle maîtrisait parfaitement. Ses pas lents mais fermes la guidant vers l'aile interdite, l'unité médicale improvisée dans l'ancienne aile Est, réaménagée à la hâte dès le retour de Camille après l'accouchement difficile. Depuis ce matin, des vigiles filtrèrent l'accès. Une caméra de surveillance avait été installée au-dessus de la double porte et 2 agents en uniforme y montèrent la garde, les bras croisés, le visage fermé. Claire le savait. Il n'y aurait ni excuse ni mensonge qui leur permettrait de la laisser passer. Pas cette fois. Elle s'arrêta à quelques mètres, feignant d'apporter un plateau avec des linges propres, une routine qu'elle assurait souvent, mais qui, aujourd'hui, semblait soudainement suspecte. Le regard du premier garde, un homme au crâne rasé et à la mâchoire carrée, se posa sur elle avec une froideur presque automatique. Elle n'avait pas franchi 3 pas que sa voix claqua dans le silence. Accès restreint. Ordre de Madame Dubois. Claire n'argumenta pas. Elle recula doucement, son regard baissé, mais son esprit tournait à toute vitesse. Elle connaissait bien la hiérarchie de cette maison. Lorsqu'un ordre venait de Camille, il n'était jamais discuté. Même les médecins extérieurs s'inclinaient devant sa volonté. Elle était la maîtresse incontestée de chaque mur, chaque recoin, chaque silence. Or, en cet instant, Camille ne voulait que 2 choses, le calme et le contrôle. Et Claire, dans ce contexte, représentait une perturbation. Elle le comprenait,
Mais elle n'acceptait pas. Pas cette fois. Elle descendit au rez-de-chaussée, déposant le plateau sur une desserte près de la buanderie. Dans l'arrière-cuisine, elle retrouva Nathalie, une autre employée de maison, qui préparait une infusion de camomille. « Tu montes encore là-haut » demanda-t-elle, l'air inquiet. Claire hocha vaguement la tête, consciente que toute parole de trop pouvait se retourner contre elle. Nathalie, bienveillante mais prudente, ne posa pas d'autres questions. Il n'était pas rare que les employés du manoir ferment les yeux sur ce qu'ils préféraient ne pas voir. Claire, elle, n'avait plus ce luxe. Elle retourna dans sa chambre pour consulter une fois de plus ses notes. Le billet avec la combinaison thérapeutique, les dosages approximatifs, les effets secondaires possibles, tout y était. Elle connaissait les risques, mais le véritable obstacle n'était pas la médecine. C'était la porte verrouillée. L'isolement imposé par Camille, la méfiance des médecins, l'aveuglement des gardes. Elle comprit que toute tentative d'explication serait vaine tant qu'elle resterait derrière cette barrière invisible qui séparait le personnel de service du monde médical. Elle n'était qu'une silhouette parmi d'autres. Pour agir, elle devait devenir invisible autrement. À la tombée de la nuit, elle reprit sa place près de l'aile médicale, cette fois sans plateau, sans prétexte. Elle se contenta d'observer. La routine du personnel médical s'était installée. Une infirmière sortait toutes les heures pour vérifier les médicaments livrés depuis la pharmacie privée de Bordeaux. 2 médecins faisèrent des allers-retours entre les pièces principales et l'unité. Camille restait cloîtrée auprès de sa fille, refusant toute présence prolongée. Claire nota chaque déplacement, chaque intervalle. Une faille pouvait exister. Elle le savait. Il lui suffisait d'attendre. Mais le temps s'effilochait comme une corde usée. 35 minutes, peut-être moins. Elle ne pouvait plus attendre une permission qui ne viendrait jamais. En regagnant l'arrière-cour, elle se souvint d'un passage dissimulé derrière l'ancienne réserve à vin. Un couloir de service condamné, mais dont la serrure n'avait jamais été changée. Elle y était passée autrefois lors du grand nettoyage d'hiver. Personne ne s'en souciait, car plus aucun employé ne l'utilisait. Ce couloir longeait toute la structure est et donnait, selon sa mémoire, directement sur la buanderie attenante à l'unité médicale. C'était un risque, mais c'était sa seule option. Elle retourna dans la salle de repos, attrapa la vieille clé suspendue derrière la porte et prit une lampe de poche. Le passage était sombre, encombré de cartons oubliés, et l'air y était humide, presque vicié. Mais elle avança, les yeux ajustés à l'obscurité. Chaque pas la rapprochant de la pièce où Élise luttait contre un cœur qui menaçait de céder. Les murs étroits semblèrent se refermer sur elle, mais elle ne fléchit pas. Elle atteignit enfin la sortie, une porte basse en fer forgé dissimulée derrière une armoire métallique. Elle l'ouvrit lentement, retenant son souffle, et entra dans la buanderie silencieuse, attenante à l'unité. Elle était à quelques mètres seulement de la pièce principale. Elle distinguait les voix étouffées des médecins, les bips constants du moniteur cardiaque. Élise était là, et le temps pressait. Elle se colla contre le mur, glissa discrètement vers le chariot de linge propre, où elle avait caché une petite trousse avec le nécessaire pour préparer la combinaison de médicaments. Seringues stériles, gants, antiseptiques, les 3 fioles récupérées discrètement à l'infirmerie. Chaque produit avait été identifié grâce à l'étiquetage. Et bien qu'il manquât le modulateur expérimental, Claire avait adapté les doses, équilibrant les 2 autres principes actifs pour limiter les effets secondaires. Mais maintenant, il ne s'agissait plus de préparation. Il fallait entrer. Un seul instant, une seconde d'inattention du personnel. Elle savait que les changements de garde ou les appels internes créaient de brefs instants de flottement. Et elle devait s'y glisser comme une ombre. Un médecin sortit précipitamment, l'air pressé, téléphone à l'oreille. Une infirmière passa derrière lui. Claire comprit. C'était maintenant. Elle se redressa, ajusta la trousse sous sa blouse et, sans bruit, traversa le couloir. Elle atteignit la porte entr'ouverte de la chambre où Élise reposait. Un battement de cœur, une respiration. Puis, elle poussa la porte. Devant elle, dans un berceau médical high-tech, Élise dormait, si l'on pouvait appeler ainsi cet état suspendu entre la vie et l'absence. La petite était minuscule, un masque d'oxygène couvrant son visage, des capteurs sur la poitrine, les bras, les pieds. Le moniteur affichait une saturation en oxygène fluctuante. Claire se figea. Une voix s'éleva dans le couloir, et elle sut qu'elle n'avait que quelques secondes avant qu'on la découvre. Mais au lieu de reculer, elle s'avança. Elle était de l'autre côté maintenant.
Plus de porte à franchir, plus de barrières, juste un souffle ténu, une décision à prendre, et la conviction que, cette fois, personne ne parlerait à sa place. La chambre baignée de lumière artificielle semblait hors du monde. À l'intérieur, la température était contrôlée, les bips rythmaient le passage du temps, les lumières douces adoucissaient l'atmosphère pourtant chargée d'une tension presque insoutenable. Élise reposait, fragile, à peine visible sous les couches de capteurs et de tubes. Son torse se soulevait avec difficulté, son visage paraissait paisible, mais Claire savait que cette paix n'était qu'une façade. Elle ne pouvait compter que sur quelques minutes, peut-être moins. Le passage avait été risqué, mais désormais elle était là, près d'elle, près de celle que tous semblaient avoir déjà condamnée. Claire approcha lentement. Chaque pas semblait faire trembler ses jambes, mais son regard restait fixe. Elle n'était plus gouvernée par la peur. Elle était un mélange de mémoire, d'instinct et de technique. Elle sortit sa trousse, préalablement préparée, et la posa sur la petite desserte roulante à côté du berceau médicalisé. Elle connaissait chaque étape, chaque geste. Elle ne devait pas hésiter. Ce n'était pas une tentative hasardeuse. C'était un protocole. Certes interdit, jamais reconnu, mais basé sur des données, sur une logique, sur une situation qu'elle avait déjà étudiée, même vécue. Dans la trousse, à côté des seringues et des fioles soigneusement dosées, se trouvait un vieux billet, plié plusieurs fois, presque effacé à force d'être consulté. Elle le déplia une dernière fois. L'écriture tremblante de l'interne y énumérait les substances, leur concentration, les temps d'action attendus. Mais ce qui attira le regard de Claire n'était pas la liste en elle-même. Dans un coin du papier, griffonné à la hâte, figurait un nom. Mathieu Donadieu, KC3, rémission stabilisée à 10 mois. C'était le détail qu'elle avait oublié. Le nom du seul enfant connu pour avoir survécu après l'utilisation de ce traitement expérimental. Un enfant sauvé, puis silencieusement effacé des archives publiques. Claire se souvint soudain du jour où elle avait entendu ce nom pour la première fois, dans un séminaire confidentiel, réservé à quelques étudiants. Elle avait noté cette exception, sans comprendre l'importance de ce cas à l'époque. Maintenant, ce nom résonnait comme une preuve irréfutable. Ce n'était pas une folie, ce n'était pas une improvisation désespérée, c'était un précédent. Et même si le monde médical avait choisi de l'ignorer, ce nom sur ce billet était une lueur, un rappel qu'une autre voie avait été tentée, et qu'elle avait, au moins une fois, fonctionné. Elle prépara les doses, nettoya la peau translucide du bras d'Élise et inséra délicatement l'aiguille. Elle savait qu'elle devait procéder lentement. Une injection directe aurait été trop brutale. Elle utilisa un microdoseur, respectant les proportions exactes indiquées dans ses notes. La première injection fut celle du captopril, suivie quelques minutes plus tard par celle du propranolol, puis une minuscule quantité du troisième agent, le plus controversé, dont le flacon n'indiquait qu'un code alphanumérique. Elle l'avait trouvé dans une armoire oubliée de l'ancienne infirmerie, probablement stockée là depuis des années. Elle surveilla les réactions d'Élise en silence, le souffle suspendu. Rien d'immédiat, aucun changement visible. Elle savait que les effets ne seraient pas instantanés. Le système du nourrisson devait réagir, absorber, redistribuer. Mais chaque seconde sans détérioration était déjà un premier signal. Le moniteur continuait son rythme irrégulier, ponctué de pics et de creux. Claire nettoya tout, remit les seringues dans la trousse et s'apprêtait à quitter la pièce lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Un des infirmiers la fixa, sidéré, puis cria le nom d'un médecin. Claire resta figée. Son cœur battait à tout rompre. L'homme s'approcha, furieux, l'attrapa par le bras et la tira en dehors de la chambre. Dans le couloir, 2 autres membres du personnel accoururent. Les alarmes ne s'étaient pas déclenchées à cause de l'état de la petite, mais à cause du système de surveillance. L'intrusion avait été détectée. Claire fut conduite de force vers le bureau central, son sac confisqué, ses papiers éparpillés sur la table. Le billet y glissa, presque invisible parmi les autres documents. Camille arriva quelques minutes plus tard, entourée de 2 gardes. Ses traits étaient tirés, ses yeux rouges d'épuisement. Mais elle avançait avec la même autorité que toujours. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle balaya la scène du regard puis fixa Claire. « Expliquez-moi ce que vous avez fait. » La voix de Camille était calme mais dangereusement tendue. Claire, les poignets serrés entre les doigts d'un garde, répondit sans trembler. «
Elle parla des symptômes, des traitements expérimentaux, de sa sœur Julie, de l'étude abandonnée, du nom retrouvé sur le billet. Elle n'implora pas, elle ne supplia pas. Elle énonça les faits un à un comme une professionnelle. Un médecin sans diplôme, une soignante sans autorisation, mais une femme qui avait vu ce que les autres n'avaient pas voulu voir. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regardait Claire, comme si elle la voyait pour la première fois. Un silence étrange s'installa dans la pièce. Même les médecins présents ne savaient comment réagir. Le nom prononcé, Mathieu Donadieu, ne leur disait rien. Le protocole mentionné ne figurait dans aucun manuel. Et pourtant, les mots de Claire avaient quelque chose d'authentique, de précis, de vivant. Soudain, un signal sonore retentit dans le couloir. Un médecin surgit dans l'embrasure de la porte. « Madame Dubois, venez vite. » « C'est Élise. Il se passe quelque chose. » Camille disparut dans le couloir sans un mot. Claire resta seule, gardée par les deux agents. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Seul le corps d'Élise parlerait maintenant. Et il fallait espérer que ce qu'il dirait donnerait un sens à tout ce qu'elle venait de risquer. Le billet, désormais froissé sur la table, restait là, témoin muet d'un savoir enterré, d'un geste audacieux, et peut-être d'une vie encore possible. Dans le couloir principal de l'unité médicale, les pas précipités résonnaient comme une série de tambours sourds, battant au rythme d'une tension croissante. Camille avait traversé l'aile sans un mot, suivie de 2 médecins et d'une infirmière. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Élise, l'atmosphère semblait différente. Le silence n'était plus celui d'un glas, mais celui d'une attente tendue. Le moniteur cardiaque affichait des chiffres légèrement plus stables. Une variation faible, certes, mais qui brisait le déclin annoncé quelques heures plus tôt. Les yeux de Camille se posèrent sur sa fille, puis sur les instruments. Elle ne parla pas tout de suite. Elle scrutait chaque détail avec l'attention d'une mère terrifiée, mais aussi d'une femme habituée à lire entre les lignes. Pendant ce temps, Claire restait enfermée dans le bureau secondaire, surveillée de près par Serge, le chef de la sécurité. Les feuilles qu'elle avait apportées, ses notes personnelles, les extraits du protocole interdit, avaient été dispersés sur la table. Aucun des médecins présents n'osa s'en approcher vraiment. Un mélange d'arrogance et de méfiance paralysait leur jugement. Pour eux, ce qu'elle avait tenté était dangereux, irrationnel, hors de toute norme. Et pourtant, aucun ne pouvait expliquer le léger redressement des constantes vitales d'Élise. Le cap de la réanimation semblait s'être stabilisé sans qu'il n'ait rien modifié dans le protocole officiel. Camille revint 20 minutes plus tard. Elle entra sans frapper. Son regard était plus tranchant que jamais. Elle s'arrêta devant Claire et la fixa un long moment. Enfin, elle parla, chaque mot pesé avec une précision chirurgicale. « Vous avez mis la vie de ma fille en danger. Vous avez désobéi. Vous avez outrepassé vos fonctions. Mais ce que vous avez fait semble avoir stoppé la dégradation. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle savait que chaque phrase pouvait être utilisée contre elle. Elle choisit donc la vérité, brute et nue. « Je n'ai pas agi par instinct. J'ai reconnu les symptômes. J'ai étudié cette pathologie. J'ai vu une solution que vous refusiez de considérer. Et je savais que personne ne m'écouterait. » Camille ne montra aucune émotion. Elle se contenta de se tourner vers le docteur Lambert, qui entra à son tour. L'homme s'approcha, posa les documents apportés par Claire sur la table et déclara d'un ton tranchant. « C'est irresponsable. Même si l'état d'Élise montre une stabilisation, nous ne pouvons pas attribuer cela à une intervention aussi non conventionnelle. Il est fort probable que ce soit une fluctuation temporaire. » Il parlait plus pour se protéger que pour informer. Camille le comprit immédiatement. Elle lui répondit sèchement « Vous avez annoncé la mort de ma fille ce matin. Vous m'avez dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et maintenant qu'elle montre des signes de récupération, vous refusez d'envisager que ce soit lié à l'intervention de cette femme. » Le médecin se tut. Il baissa les yeux, incapable d'argumenter davantage. Camille se tourna de nouveau vers Claire. « Qu'avez-vous administré exactement ?» Claire décrivit le protocole avec précision. Les molécules, les dosages, les effets secondaires connus, les ajustements faits en raison de l'absence du 3e agent expérimental. Elle évoqua aussi le cas de Mathieu Donadieu, le seul enfant répertorié comme ayant survécu à la même pathologie grâce à cette combinaison. Elle cita les sources, expliqua la logique, l'analyse des symptômes, la corrélation avec les données cliniques d'Élise. Chaque mot résonnait avec la clarté de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait.
Mais rien de cela ne suffisait pour convaincre ceux qui détenaient le pouvoir médical officiel. Le docteur Lambert, piqué dans son autorité, se tourna vers Camille. « Nous devons la faire sortir immédiatement. Elle n'a aucune autorisation d'exercer. Elle a pratiqué un acte médical illégal. C'est une violation grave. Si cela s'ébruite, vous serez directement impliquée, Madame Dubois. » Serge, jusqu'ici silencieux, acquiesça. Il se rapprocha de Claire, prêt à la conduire dehors. Mais Camille leva une main. Personne ne la touche. Tous s'immobilisèrent. Camille fit quelques pas dans la pièce, ramassa les feuilles, relut les notes. Elle prit ensuite le billet avec le nom du garçon rescapé et le lut lentement, à voix basse. Elle semblait peser chaque lettre. Puis, elle se redressa, regarda Serge et lui ordonna « Qu'on lui rende ses affaires. Elle reste ici. » Le chef de la sécurité hésita mais exécuta. Les médecins protestèrent à demi-mot, mais Camille les balaya d'un simple regard. Elle prit alors une décision que personne n'attendait. Elle convoqua toute l'équipe médicale dans la grande salle de réunion du rez-de-chaussée. Pendant plus d'une heure, Claire fut sommée d'expliquer en détail ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle savait. Face à une dizaine de médecins et de spécialistes, elle parla, sans notes, sans crainte. Certains restaient hostiles, d'autres intrigués, mais aucun ne pouvait nier que ses paroles étaient structurées, argumentées, rationnelles. Lorsque Camille prit enfin la parole, elle ne chercha pas à imposer une vérité. Elle posa une simple question. Si nous avons échoué avec tout ce que nous savons, pourquoi refuser d'écouter ce que nous ne savons pas encore? Aucun médecin n'eut le courage de répondre. Claire fut réintégrée temporairement dans la maison, mais gardée sous surveillance. Elle n'avait plus le droit de s'approcher seule d'Élise, mais elle fut autorisée à poursuivre ses observations à condition d'être accompagnée. Camille, elle, fit envoyer discrètement une copie du protocole à un expert indépendant en Belgique, spécialisé dans les cardiopathies infantiles rares. Ce geste, passé sous silence, marqua le début d'un déplacement subtil du pouvoir. La parole n'était plus exclusivement entre les mains des spécialistes reconnus. Une simple employée venait de fissurer les murs d'un système cloisonné. Et dans une pièce silencieuse, une enfant dont le cœur devait s'arrêter dans l'heure montrait, minute après minute, un souffle de plus. La nuit était tombée sur le domaine Dubois, et avec elle, une accalmie trompeuse s'était installée entre les murs épais du manoir. Pourtant, derrière le silence apparent, l'intérieur bouillonnait de tension. Camille, désormais partagée entre prudence et espoir, avait fait le choix de ne pas renvoyer Claire, mais cela ne signifiait pas que la jeune femme avait gagné la confiance de tous. Loin de là. Le personnel médical restait sur ses gardes, certains refusant même de lui adresser la parole. Claire, de son côté, avait compris que sa simple présence gênait, dérangeait, voire menaçait un certain équilibre de pouvoir que personne n'était prêt à bousculer. Malgré les restrictions, elle avait désormais un accès limité à l'aile médicale, à condition d'être constamment accompagnée. Elle pouvait observer, mais non intervenir. Elle pouvait commenter, mais non toucher. Tout était sous contrôle, du moins en apparence. Mais Claire savait qu'Élise n'était pas encore hors de danger. La légère stabilisation observée après l'injection ne garantissait rien. Le traitement qu'elle avait amorcé nécessitait une deuxième dose dans les 12 heures suivant la première administration. Or, elle ne disposait d'aucun moyen officiel pour compléter l'intervention, aucune autorisation, aucun soutien. Dans sa chambre, éclairée par une lampe de chevet vacillante, elle consulta pour la 100e fois ses notes. Le protocole, même expérimental, exigeait une suite. Sans cela, les bénéfices observés pourraient s'inverser. La fréquence cardiaque d'Élise pouvait rechuter. Son métabolisme, encore instable, ne supporterait pas une rupture brutale du traitement. Elle devait agir. Elle n'avait qu'une seule chance, une seule fenêtre de tir, et elle devait le faire seule. Elle établit mentalement un plan, en tenant compte de chaque détail observé ces derniers jours. Le changement de quart de nuit s'effectuait à 2 heures du matin. C'était le moment le plus vulnérable de la routine médicale. L'équipe en place procédait aux dernières vérifications avant de transmettre les dossiers aux nouveaux arrivants. À cette heure-là, la vigilance était affaiblie, la circulation des soignants plus fluide et surtout, Serge, le chef de la sécurité, quittait son poste pour une pause d'environ 20 minutes, laissant un suppléant moins rigoureux aux commandes. Claire profita du reste de la soirée pour rassembler discrètement les éléments nécessaires. Dans l'armoire à pharmacie secondaire,
celle du fond de la buanderie, elle retrouva les fioles complémentaires. Le captopril et le propranolol étaient stockés en quantité suffisante. Le modulateur, en revanche, n'était plus là, probablement détruit ou peut-être déplacé après son intervention. Elle devait donc ajuster la posologie pour compenser son absence. Elle le fit avec une précision méthodique, se basant sur ses propres annotations, élaborées à partir de l'étude incomplète de la clinique d'Agen. Ce n'était pas idéal, mais elle n'avait pas d'alternative. Elle prépara 2 seringues, les étiqueta avec des initiales codées et les rangea dans un étui de protection thermique dissimulé dans une poche intérieure de sa blouse. Elle enfila ensuite des vêtements neutres, semblables à ceux utilisés par le personnel d'entretien, afin de ne pas éveiller les soupçons. À 1h45, elle quitta sa chambre en silence, prenant les couloirs de service pour éviter les caméras principales. Chaque pas la rapprochait d'un point de non-retour. Elle n'ignorait pas les conséquences possibles. Un renvoi définitif, une plainte, peut-être même des poursuites. Mais elle ne pensait plus à elle. Elle pensait à Julie, à Élise, et à cette heure de vie qui avait déjà été dépassée contre toute attente. Elle arriva au niveau de la salle de repos du personnel soignant, éteinte, porte entr'ouverte. Le couloir adjacent menait à la chambre d'Élise. Elle colla son dos contre le mur, attendit le passage d'un infirmier qui s'éloignait, puis se glissa jusqu'à la porte. Elle avait étudié les horaires et repéré le moment précis où la pièce serait vide. Le médecin de garde faisait sa ronde dans une autre aile. L'infirmière responsable de l'unité s'était absentée pour transmettre les dernières données au système central de l'administration. Il lui restait moins de 5 minutes. Elle entra. La pièce était silencieuse, sauf pour les bips réguliers du moniteur cardiaque. Élise dormait, le visage apaisé, mais le rythme cardiaque affiché sur l'écran montrait déjà une légère irrégularité. Claire sentit une montée d'adrénaline. Elle n'avait pas surévalué l'urgence. Elle sortit ses seringues, les inspecta une dernière fois et procéda à l'injection. Même procédure que la première fois, même lenteur, même précision. Pas un geste brusque, pas une erreur. Elle retira les aiguilles, désinfecta les zones d'injection, remit en place les couvertures. Rien ne devait paraître suspect. Une fois terminée, elle récupéra les déchets médicaux et les glissa dans une poche spéciale conçue pour les détruire sans alerter le système de gestion centralisé. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la chambre, une voix derrière elle la fit sursauter. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Claire se retourna lentement. Il s'agissait de Damien, un jeune infirmier de l'équipe de nuit. Il la regardait, intrigué, mais pas encore méfiant. Claire improvisa. Elle avança, détendue, un linge à la main. L'infirmière m'a demandé de changer les couvertures. L'autre était tachée, et elle m'a dit de vérifier la saturation pendant que j'y étais. Damien fronça les sourcils. Il n'avait reçu aucun ordre en ce sens, mais Claire, calme et sûre d'elle, désamorça ses doutes. « Je peux l'appeler si tu veux, ou bien tu peux vérifier le registre. Je vais finir ici. » L'infirmier haussa les épaules et repartit, visiblement trop fatigué pour discuter davantage. Claire en profita pour quitter discrètement la pièce, reprenant immédiatement le couloir de service, puis le passage caché par lequel elle était venue. Elle atteignit sa chambre en moins de 10 minutes. Une fois la porte refermée, elle s'effondra sur le lit, les jambes soudain lourdes, les muscles crispés. Elle savait qu'elle venait de franchir une limite qu'elle ne pourrait plus effacer. Elle n'avait plus seulement défié l'autorité. Elle avait contourné le système, seule contre tous. Mais elle n'éprouvait ni regret ni soulagement. Seulement l'attente. Une attente glaciale et suspendue comme un compte à rebours silencieux. Dans l'autre aile du manoir, Élise, elle, continuait à respirer. La nuit s'était écoulée dans un calme tendu, presque irréel, comme si le manoir tout entier retenait son souffle. Les premières lueurs de l'aube commençaient à peine à caresser les vitres opaques de l'aile médicale lorsque Claire se leva. Son corps semblait endolori, vidé de toute énergie, mais son esprit, lui, était lucide, ancré dans la réalité brute de ce qu'elle avait accompli. Il ne s'agissait plus de doute ni de projection. Elle avait injecté une seconde dose. Elle avait répliqué ce que personne n'aurait osé faire dans cet environnement figé par les conventions médicales. Et maintenant, tout dépendait de l'organisme d'Élise. Claire sortit de sa chambre avec la même discrétion que la veille, cette fois sans intention de réitérer quoi que ce soit. Elle voulait seulement voir, observer,
confirmer que ce qu'elle avait fait n'avait pas été en vain. Elle longea les couloirs secondaires, passa près de la salle de rangement et s'approcha d'un des petits écrans qui retransmettaient en boucle les données des chambres médicalisées. Celui d'Élise montrait encore une courbe légèrement irrégulière, mais stable, bien plus stable que la veille. Son cœur ne semblait plus se battre en sursis. Il tenait. Mieux encore, la saturation en oxygène avait franchi un seuil que même les équipes médicales n'osaient plus espérer depuis 48 heures. Claire, sans sourire, sentit un soulagement austère. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas un miracle. C'était un pas, un minuscule pas vers la possibilité d'une survie. Mais dans la pièce, à quelques mètres d'elle, des voix commençaient à s'élever. Des appels, des directives précipitées, des questions sans réponse claire. Quelque chose venait de se produire. Claire recula lentement, cherchant à comprendre. Un infirmier sortit brusquement de la chambre d'Élise, regard fixé sur la tablette qu'il tenait dans ses mains, puis se précipita vers le bureau central. 2 autres membres de l'équipe le suivirent. Des bruits de pas rapides traversèrent le couloir. Claire, toujours dissimulée dans l'ombre, comprit que l'heure était venue. La situation ne pouvait plus rester secrète. La combinaison de médicaments avait déclenché une réponse. Pas une réaction indésirable, pas une détérioration brutale, mais un changement suffisamment net pour faire réagir toute l'équipe. Claire savait que les alarmes ne venaient pas d'un danger immédiat, mais d'un paramètre anormalement positif. Trop positif, inattendu. Elle savait aussi que dans ce type de situation, la réaction des autorités médicales pouvait être violente. Ce n'était pas la guérison qui dérangeait, mais la manière dont elle s'était produite. Dans le bureau central, les données furent projetées sur un écran plus grand. Tous les médecins de garde furent appelés. Camille, alertée à son tour, fit irruption dans la pièce, sa démarche droite mais précipitée, les traits tirés par la fatigue. Elle exigea un rapport immédiat. Le docteur Lambert, les yeux fixés sur les courbes, ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il tentait d'expliquer la stabilisation de la fréquence cardiaque, le retour de certaines fonctions vasculaires, la baisse significative de la pression intracardiaque. Aucun des traitements prescrits officiellement ne justifiait cela. Aucun protocole en cours ne pouvait expliquer une telle amélioration en si peu de temps. Et alors, au milieu du brouhaha, une infirmière cherchant à éclaircir les mouvements du personnel durant la nuit mentionna un détail oublié. Une couverture changée sans enregistrement, un passage non autorisé, une absence dans les horaires de relève. Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui n'avait pas bougé depuis le début de l'agitation. Elle comprit qu'elle était à nouveau le point focal. Mais cette fois, elle n'avait plus rien à cacher. Elle s'approcha calmement, les mains visibles, le visage neutre. Les gardes de Serge s'interposèrent immédiatement, mais Camille leva la main pour les arrêter. « Parlez », dit-elle, d'un ton sec, mais contenu. Claire raconta tout, dans le moindre détail, sans détour ni artifice. Elle décrivit le moment où elle avait compris que la première dose ne suffirait pas. Elle expliqua le calcul précis des concentrations, la modification apportée en raison de l'absence du modulateur, la méthode utilisée pour administrer la dose sans provoquer d'effets secondaires immédiats. Elle admit l'heure exacte de son passage, la procédure de camouflage, la manipulation du linge pour dissimuler son acte. Le silence qui suivit sa déclaration fut absolu. Puis, sans qu'on puisse dire pourquoi, un des écrans centraux s'alluma avec une nouvelle alerte. Cette fois, ce n'était pas une alarme critique, mais un changement de statut. La saturation d'Élise venait de passer un seuil que l'équipe n'avait pas vu depuis sa naissance. Le moniteur afficha un message automatique, fonction cardiaque compensée, évaluation en cours. Un terme clinique que l'équipe médicale connaissait bien. Cela signifiait que, pour la première fois, le cœur d'Élise ne luttait plus en vain. Il tenait, il s'adaptait, il fonctionnait. Le docteur Lambert, pâle, tenta de reprendre le contrôle de la situation en parlant de hasard biologique, de fluctuations imprévues. Mais Camille ne l'écoutait plus. Elle regardait Claire avec une intensité nouvelle. Elle ne voyait plus une employée. Elle voyait une ancienne étudiante en médecine, une sœur endeuillée, une femme qui avait osé, seule, là où tous avaient renoncé. Camille prit la parole, pour tous les présents. Cette femme a désobéi à toutes les règles. Mais elle a fait ce que vous n'avez pas fait. Elle a vu ce que vous n'avez pas vu. Elle a sauvé ma fille quand vous lui aviez déjà fermé les yeux. Personne ne répondit.
Aucun médecin n'osa contredire une mère qui venait de voir son enfant franchir, enfin, la frontière du désespoir vers une infime promesse de survie. Claire ne demanda rien. Elle ne revendiqua rien. Elle n'avait agi ni pour reconnaissance, ni pour réhabilitation. Elle avait agi parce que c'était juste, nécessaire, vital. Mais en voyant Camille la fixer ainsi, elle comprit qu'un nouvel équilibre était en train de naître. Elle n'était plus une intruse. Elle devenait peu à peu incontournable. Et Élise, dans la chambre voisine, respirait. Le calme qui s'était brièvement installé après l'amélioration inattendue d'Élise fut de courte durée. Le manoir du bois, quelques heures plus tôt bercé par le souffle incertain d'un nourrisson à l'article de la mort, était désormais le théâtre d'une agitation contenue, presque fébrile. Les couloirs bourdonnaient de murmures. L'aile médicale, autrefois fermée comme un sanctuaire, était devenue un centre névralgique de tensions, d'interrogations et de protocoles ébranlés. Et Claire, sans qu'on ne le dise à voix haute, en était devenue l'épicentre. Malgré les résultats indéniables affichés sur les moniteurs, malgré les courbes vitales qui se redressaient lentement mais sûrement, l'autorité médicale en place refusa d'admettre officiellement qu'une intervention clandestine avait pu produire de tels effets. Le docteur Lambert, en particulier, prenait cette situation comme une attaque directe contre sa légitimité. Il exigea l'ouverture immédiate d'une enquête interne, invoquant la nécessité de sécuriser l'ensemble des données de la patiente, d'interroger tous les membres du personnel et surtout de mettre Claire à l'écart, considérée par lui comme une menace pour l'ordre médical. Camille, bien que secouée, refusa dans un premier temps de la faire expulser, mais elle céda temporairement à la pression. Claire fut isolée dans un salon du rez-de-chaussée, interdite de circuler librement. 2 agents de sécurité, postés devant la porte, avaient reçu l'ordre de la retenir jusqu'à nouvel ordre. Elle n'était ni arrêtée ni accusée officiellement, mais les soupçons formulés contre elle suffisaient à justifier la surveillance renforcée. La tension monta encore d'un cran lorsque Serge ordonna de fouiller la chambre de Claire. Ses carnets, notes, fiches de suivi et échantillons furent saisis, éparpillés sur une table dans la bibliothèque du manoir, où l'équipe médicale tenta de reconstituer le fil de ses actions. Mais sans Claire, leurs interprétations restaient approximatives. Ils avaient sous les yeux les fragments d'une démarche complexe qu'ils refusaient toujours de reconnaître comme légitime. Dans sa pièce close, Claire entendait les allées et venues dans le couloir. Les murmures, les ordres donnés à voix basse, le bourdonnement constant des téléphones portables. Elle comprenait que son isolement n'était qu'un prélude. Ils allaient chercher à l'évincer définitivement. Ce n'était plus une simple question de protocole ou de responsabilité médicale. Elle dérangeait un système qui n'acceptait ni les brèches ni les remords. Mais le véritable coup de théâtre survint peu après 9 heures du matin. L'un des jeunes médecins, appelé d'urgence à la chambre d'Élise, sortit précipitamment dans le couloir pour demander à ce qu'on fasse venir Camille immédiatement. Le moniteur venait d'enregistrer une stabilisation prolongée de toutes les fonctions vitales. Le cœur, jusque-là irrégulier et instable, présentait désormais un rythme proche de la norme. Les échanges gazeux étaient équilibrés. La saturation restait constante. Le nourrisson dormait profondément, paisiblement, pour la première fois depuis sa naissance. Aucun des traitements précédents n'avait jamais produit un tel résultat. Camille accourut. Elle vit sa fille, immobile mais bien vivante, reliée aux machines qui, au lieu de signaler une agonie, affichaient une résilience presque incompréhensible. Une infirmière, les larmes aux yeux, lui tendit le dernier rapport imprimé. État stabilisé, à surveiller. Camille ne dit rien. Elle resta là, debout, figée, absorbant chaque donnée, chaque bip, chaque respiration, comme une victoire volée au désespoir. Et c'est à cet instant que Claire, toujours gardée, fut amenée dans le couloir adjacent, menottée, escortée par Serge et un autre agent. L'ordre venait du docteur Lambert, prétendument pour la transférer dans une salle plus sécurisée du domaine. Mais Camille, en sortant de la chambre d'Élise, tomba nez à nez avec cette scène. Le silence se fit. Les regards se croisèrent. Claire, fatiguée mais digne, n'émit aucun mot. Camille s'approcha lentement, jeta un coup d'œil au bracelet de contention et aux 2 gardes armés, puis parla avec une froideur implacable. « Libérez-la. » Serge hésita. « Mais madame, nous avons reçu instruction ? » « Vous les avez reçus de quelqu'un qui a failli condamner ma fille. Et je suis la seule à donner des ordres dans cette maison. Je veux que vous la libériez. Maintenant. » Les menottes furent retirées.
Claire massa ses poignets, sans rien dire. Camille fit signe à Serge de reculer, puis elle fixa Claire droit dans les yeux. « Expliquez-leur, encore une fois, et cette fois, ils vous écouteront. » Les deux femmes pénétrèrent dans la salle de réunion du manoir. Tous les médecins étaient là, la plupart assis, certains debout, tous tendus, murés dans le silence. Claire prit place sans qu'on l'invite. Elle déroula ses notes, reprit calmement l'explication complète du protocole, exposa chaque étape, justifia chaque décision par des données observables, croisées, structurées. Elle fit face à chaque tentative d'interruption, chaque question sceptique, sans hausser la voix, sans s'emporter. À mesure qu'elle parlait, l'atmosphère changeait. Certains commençaient à prendre des notes, d'autres évitaient de croiser son regard. Puis Camille, debout derrière elle, déclara froidement « J'ordonne que vous intégriez son protocole dans l'analyse clinique officielle, sans quoi je vous remplace, tous. » Un frisson parcourut la pièce. Aucun médecin n'osa défier cette directive. Le docteur Lambert, rouge de colère, quitta la salle sans un mot. Les autres acquiescèrent lentement. La résistance s'effritait. Claire, sortie de l'ombre, devenait peu à peu une autorité dans ce huis clos brutalement confronté à ses propres limites. Non par statut, mais par preuve, par résultat, par survie. Et dans le berceau médicalisé, Élise continuait de respirer encore et encore. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux épais de l'aile est, découpant des bandes pâles sur le sol lisse de la chambre médicalisée. Dans le silence ponctué par les bip-bip réguliers des moniteurs, Élise dormait toujours. Ses traits étaient détendus, presque paisibles. Un contraste saisissant avec les jours précédents où chaque respiration semblait arrachée à une agonie silencieuse. Les données affichées sur les écrans confirmaient ce que tous voyaient désormais sans pouvoir l'ignorer. Son état, bien que critique, était en voie de stabilisation. Le cœur d'Élise avait pris une direction inattendue. Il ne s'effondrait plus. Il tenait avec une régularité que même les soins intensifs les plus modernes n'avaient réussi à atteindre jusque-là. Dans la salle de réunion du manoir, transformée en centre de crise, l'équipe médicale analysait les résultats sous la direction désormais assumée de Camille. Claire se tenait debout à ses côtés, son carnet ouvert, expliquant pour la 3e fois les effets cumulés de la combinaison de médicaments administrés. Le silence régnait, non plus de scepticisme, mais de concentration. Même les plus hostiles semblaient contraints de reconnaître les résultats tangibles. Le docteur Bellard, un cardiologue senior appelé en renfort de Paris, prit la parole en consultant les dernières analyses. Les signes d'insuffisance myocardique ont clairement régressé. L'oxygénation est stable depuis plus de 8 heures. L'acidose a disparu et la fonction hépatique reprend lentement. Ce genre d'évolution est extrêmement rare, mais ce n'est pas une rémission naturelle. C'est une réponse pharmacologique claire. Il regarda Claire sans agressivité, mais avec un mélange de respect et d'inquiétude. Il poursuivit, plus lentement. Nous devons comprendre comment cela est arrivé, car ce n'est pas seulement une question de traitement. C'est aussi une remise en cause du cadre même dans lequel nous intervenons. Camille croisa les bras, impassible. Elle avait cessé depuis longtemps de chercher des réponses dans les manuels. Tout ce qu'elle voyait, c'était sa fille, vivante. Elle ne demandait pas d'explications. Elle exigeait des résultats. Et Claire les avait apportés. La logique, l'éthique, les procédures, tout avait été dépassé par l'urgence de sauver une vie que la science avait abandonnée. Dans le couloir, un technicien spécialisé dans les données hospitalières internes se présenta, apportant un rapport complet de la surveillance nocturne. Il confirma ce que Claire avait déjà avoué. 2 interventions non répertoriées dans le système central, à des heures précises, avec des variations cliniques observables quelques minutes plus tard. L'alignement des événements était trop parfait pour être ignoré. Il ne restait plus de place au doute. Serge, qui n'avait pas quitté sa position près de la porte, s'approcha discrètement de Camille. Le docteur Lambert vient de quitter le domaine. Il a déposé une note pour se retirer de la coordination des soins. Camille ne répondit pas. Elle se contenta de détourner son regard vers Claire, désormais plus droite, plus assurée, entourée de ses notes et de ses mots devenus inattaquables. Ce que Lambert n'avait pas su faire avec ses diplômes, ses titres et ses protocoles, Claire l'avait accompli par conviction, par mémoire et par science personnelle. À 11 heures du matin, un changement fondamental se produisit. L'un des appareils connectés à Élise déclencha une alerte sonore inhabituelle. Toute l'équipe médicale accourut.
Camille et Claire se précipitèrent dans la chambre. Mais au lieu d'un déclin, c'était une accélération du rythme cardiaque. Pas une tachycardie, mais une réponse physiologique normale à un réveil. Élise ouvrit les yeux. Son regard, flou et errant, s'ancra brièvement sur la lumière du plafond, puis cligna lentement. Un réflexe simple, élémentaire, mais qui, pour l'équipe présente, représentait un événement physiologique majeur. Un nourrisson qui, quelques heures auparavant, ne montrait aucune réponse neurologique, venait d'ouvrir les yeux. Claire, restée en retrait, sentit ses jambes faiblir. Elle ne fit pas un geste. Elle se contenta de regarder. Camille, debout près du lit, saisit doucement la petite main d'Élise. Elle ne pleura pas. Elle ferma les yeux une seconde, inspira profondément, puis regarda Claire avec une intensité froide et reconnaissante. Elle est là. Le reste de la journée fut une succession de vérifications, de tests, d'analyses approfondies. Un électroencéphalogramme rapide montra une activité cérébrale normale. L'échographie cardiaque révéla une amélioration de la contractilité myocardique. Aucun médecin ne put fournir d'explication définitive, mais tous s'accordèrent sur un point. Sans intervention, Élise serait morte depuis plus de 12 heures. Le rapport officiel, rédigé en urgence, resta vague sur l'origine précise du renversement de l'état clinique. Mais Camille imposa que le protocole de Claire soit intégré dans les annexes du dossier médical. Elle exigea aussi que tous les échanges sur le sujet soient archivés, accessibles à toute autorité compétente. Ce n'était pas une protection juridique, c'était une déclaration d'intention. Dans l'après-midi, Camille réunit Claire dans son bureau. Une pièce austère, épurée, toujours rangée à la perfection. Elle l'invita à s'asseoir. « Je vous ai jugé, comme les autres, parce que je ne voulais pas entendre ce que vous représentiez. Une faille, une intrusion, et en même temps, un rappel de tout ce que nous avons perdu en misant tout sur la technique. » Claire baissa légèrement les yeux mais ne répondit pas. « Je vous dois plus qu'un merci, » poursuivit Camille. « Je vous dois une responsabilité, et vous l'avez prise sans qu'on vous la donne. » Elle se leva, fit quelques pas puis se retourna vers Claire. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout cela, mais je sais que vous n'êtes pas une employée domestique. Vous n'en avez jamais été une. Ce fut tout. Aucune promesse, aucune proposition, aucun geste de reconnaissance spectaculaire. Seulement un constat. Claire sortit du bureau, non comme une héroïne, mais comme quelqu'un que l'on ne pourrait plus jamais ignorer. Et Élise, dans sa chambre, venait de franchir un seuil invisible. Le cœur avait choisi de battre. Pas à cause d'un miracle, mais parce qu'une femme avait osé croire que les règles, parfois, devaient être brisées. Dans les jours qui suivirent à l'événement, le manoir du Bois connut une transformation silencieuse, mais profonde. L'agitation des premières heures s'était calmée, remplacée par une forme de concentration rigide, presque solennelle. Élise, toujours sous surveillance constante, poursuivait une stabilisation progressive que personne ne qualifiait encore de rémission, mais que tous s'accordaient à reconnaître comme une amélioration inattendue. Le protocole instauré par Claire, désormais partiellement officialisé, continuait à être appliqué sous supervision. L'équipe médicale avait changé de ton, troquant la condescendance pour un respect prudent. Les ordres de Camille étaient suivis à la lettre sans débat. Une nouvelle autorité s'était imposée, discrète mais indiscutable. Pendant que les médecins, techniciens et infirmiers se relayaient auprès d'Élise, Camille entreprit une démarche personnelle que personne n'avait anticipée. Elle commença à interroger discrètement les autres employés à propos de Claire. Elle voulait comprendre comment une simple domestique avait pu accumuler autant de savoir, de précision et d'intuition clinique sans que personne ne s'en aperçoive avant. Elle fouilla les archives internes du manoir, les relevés d'embauche, les premières lettres de motivation. Rien, dans les documents officiels, ne mentionnait un quelconque passé médical. Seulement une brève allusion à des études interrompues, sans explication. Curieuse, Camille sollicita discrètement un contact au rectorat de Bordeaux. En croisant les noms, elle finit par retrouver le dossier universitaire de Claire Morel. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Claire avait été l'une des meilleures étudiantes de sa promotion à l'Institut des sciences infirmières de Bordeaux. 2 années de résultats excellents, une lettre de recommandation d'un professeur renommé, des stages hospitaliers brillamment évalués. Tout s'était effondré brutalement au cours de la 3e année, sans préavis, sans explication consignée dans le dossier officiel. Aucun abandon formel, aucun échec académique.
juste une disparition soudaine du parcours. À la même époque, un article de presse locale parlait du décès tragique d'une adolescente, Julie Morel, victime d'une erreur de diagnostic dans un centre hospitalier de province. Claire avait alors 18 ans. Camille comprit immédiatement. Elle retourna au manoir, les documents en main, et convoqua Claire dans son bureau. La jeune femme entra, droite, sans crainte. Camille lui montra les relevés, les extraits, les dates. Claire les parcourut du regard sans surprise. Elle savait que ce moment viendrait. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ?» demanda Camille. Claire resta silencieuse un instant. Puis, d'une voix posée, elle répondit « Parce que cela n'aurait rien changé. Vous auriez vu une domestique qui se prend pour une soignante, pas une ancienne étudiante, pas une sœur. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle laissa les mots s'installer. Puis, elle déclara « Vous étiez brillante et vous avez disparu. Je veux comprendre. » Claire, cette fois, parla. Elle parla de Julie, de l'erreur fatale, du déni des médecins, de la douleur d'une famille réduite au silence par des rapports falsifiés et une administration sourde. Elle parla de sa colère, de sa honte, de son sentiment d'impuissance. Elle raconta comment, après la mort de sa sœur, elle avait tenté de revenir en cours, incapable de supporter le moindre son d'une alarme hospitalière, le moindre rappel de l'univers médical. Elle avait fui, quitté Bordeaux, changé de ville, changé de nom sur certains documents, accepté un poste de ménage au hasard, dans un endroit où personne ne lui poserait de questions. Elle n'avait jamais cessé de lire, de se former, de revoir ses anciens carnets. Pas pour se préparer à une seconde chance, mais pour ne jamais oublier. Camille, de l'autre côté du bureau, ne montrait aucune émotion apparente. Mais à mesure que Claire avançait dans son récit, quelque chose dans son regard changeait. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était de l'admiration froide, rigoureuse, celle qu'une dirigeante réservait aux individus capables d'agir là où d'autres reculaient. « Vous n'avez pas agi par devoir, » dit Camille. « Vous avez agi par mémoire. Vous ne vouliez pas sauver Élise. Vous vouliez réparer ce qui a été volé à Julie. » Claire hocha la tête. Ce n'était pas un choix rationnel, mais c'était le seul que je pouvais faire. Camille se leva, fit quelques pas en silence, puis se retourna. « Et maintenant, vous comptez disparaître à nouveau ? Vous enfuir avant qu'on vous réduise à ce que vous étiez avant ? » « Je n'ai pas décidé, » répondit Claire. « Je ne sais pas ce qu'il y a après ça. Ce que je sais, c'est qu'Élise est vivante et que c'est suffisant pour aujourd'hui. » Mais Camille, déjà, pensait plus loin. Pour la première fois depuis la mort de son mari, depuis la naissance difficile d'Élise, depuis l'isolement qu'elle s'était imposé, elle entrevoyait une autre façon d'agir. Claire représentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans son monde d'affaires et de stratégie, une loyauté qui ne s'achetait pas, un engagement né de la perte, pas de l'ambition. Dans les jours suivants, Claire continua à participer aux observations médicales, toujours sous supervision, mais plus jamais traitée comme une simple domestique. Les équipes s'étaient adaptées, et même si certains continuaient à garder leur distance, tous reconnaissaient qu'elle avait changé le cours des choses. Un à un, les médecins les plus lucides commencèrent à consulter ses notes, à intégrer ses remarques dans les bilans, à reprendre certaines de ses hypothèses. Élise, quant à elle, poursuivait sa progression. Chaque matin, un examen complet confirmait la stabilité de ses fonctions. La probabilité de séquelles permanentes diminuait. Les images cardiaques, bien qu'encore préoccupantes, montraient une réversibilité partielle de la lésion congénitale. Les équipes parlèrent désormais de cas d'exception, un terme que Camille refusait. Pour elle, ce n'était pas une exception. C'était une défaillance systémique rattrapée de justesse par quelqu'un que personne ne voulait écouter. Et Claire, chaque fois qu'elle croisait le regard d'Élise, sentait une chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa sœur, une forme de paix. Non parce qu'elle avait été reconnue, mais parce qu'elle avait empêché qu'un autre nom s'ajoute à la liste silencieuse des oubliés. Le manoir du Bois n'avait jamais été un lieu de passage. Isolé, monumental, austère, il avait toujours agi comme une barrière entre Camille et le monde extérieur. Pourtant, depuis la survie inattendue d'Élise et la révélation du rôle décisif de Claire, quelque chose avait changé. Ce changement, imperceptible au premier regard, s'était insinué dans les murs, dans les habitudes, dans les relations. Il n'y avait plus de hiérarchie figée, plus de frontières nettes entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Et cette réorganisation n'était pas due à une réforme dictée de l'extérieur, mais au constat brutal
qu'une vie avait été sauvée parce que quelqu'un avait osé désobéir. Camille, déterminée à ne pas laisser cet événement s'effacer sous les couches habituelles de silence administratif, avait lancé une enquête personnelle sur le protocole que Claire avait utilisé. Elle contacta un cabinet juridique indépendant, spécialisé dans les affaires de santé publique, étouffé par des intérêts politiques. Ce cabinet, dirigé par une avocate tenace nommée Béatrice Loisel, accepta de se pencher sur le dossier. Après une première consultation, Béatrice confirma ce que Claire redoutait depuis longtemps. Le protocole expérimental employé jadis dans la clinique d'Agen n'avait pas été abandonné pour des raisons purement médicales, mais bien sous la pression de lobbies pharmaceutiques et de décisions politiques orientées. Un rapport confidentiel que Camille obtint après plusieurs semaines de démarches révélait que les résultats positifs de l'étude avaient été volontairement supprimés avant sa publication. L'enfant ayant survécu, Mathieu Donadieu, avait été transféré dans un centre privé sous contrat de confidentialité. Les médecins impliqués avaient été contraints de signer des accords de non-divulgation en échange d'indemnités. Le traitement, pourtant porteur d'espoir pour de nombreux nourrissons atteints de pathologies similaires, avait été enterré, relégué au rang d'anomalie clinique. Camille ne s'arrêta pas là. Elle décida de créer une cellule de réflexion indépendante au sein de sa fondation, jusqu'alors uniquement dédiée à des projets humanitaires. Cette cellule aurait pour mission d'identifier, analyser et soutenir des traitements prometteurs qui avaient été écartés sans justification scientifique solide. Pour cela, elle avait besoin de quelqu'un capable d'un regard clinique affranchi des filtres habituels. Quelqu'un qui avait déjà prouvé sa capacité à détecter l'invisible. Elle proposa à Claire de rejoindre ce projet. Claire hésita. Elle n'avait pas oublié ce que le monde médical lui avait arraché. Revenir dans cet univers, même par une porte latérale, lui semblait dangereux, émotionnellement instable. Mais Camille ne chercha pas à la convaincre par des discours. Elle lui présenta simplement un local dans le centre de Bordeaux, un ancien cabinet pédiatrique transformé en laboratoire d'analyse clinique, modeste mais équipé, prêt à être utilisé. Elle lui montra les plans d'une petite unité d'évaluation intégrée où des cas complexes pourraient être étudiés sans ingérence. Et elle ajouta sans pression « Je vous propose de faire ce que vous faites déjà, observer, comprendre, protéger. » Claire accepta. Dans les mois qui suivirent, elle travailla aux côtés d'un petit groupe de praticiens choisis par Camille, tous indépendants, parfois marginalisés, mais unis par une même volonté, remettre la science au service des patients, pas des intérêts. Ils se réunissaient chaque semaine, échangèrent des dossiers, comparèrent des observations. Claire, sans diplôme officiel, devenait pourtant une référence incontournable. Son approche, mêlant rigueur empirique et mémoire vive, déstabilisait parfois les plus orthodoxes, mais les résultats parlaient pour elle. Pendant ce temps, Élise poursuivait sa convalescence. À presque 4 mois, elle avait retrouvé un poids normal, une alimentation stable et une réactivité neurologique jugée satisfaisante. Les médecins, encore prudents, n'utilisaient pas le mot « guérison ». Ils parlaient de rémission, d'évolution favorable, de stabilisation prolongée. Mais pour Camille, il ne s'agissait plus de pronostic, mais de constat. Sa fille vivait, et elle vivait grâce à une décision que les manuels n'avaient pas prévue. L'entourage de Camille, notamment ses partenaires d'affaires, fut surpris par sa nouvelle orientation. Elle réduisit progressivement ses engagements dans le domaine des cosmétiques, déléguant la gestion opérationnelle à des associés de confiance. Elle réorienta ses investissements vers le secteur de la santé, finançant des études bloquées, des laboratoires indépendants et une plateforme numérique qui recensait les protocoles abandonnés ou non publiés. Elle utilisa ces réseaux pour pousser les autorités à rouvrir certains dossiers classés sans suite. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle faisait cela, elle répondait la même chose. Parce que quelqu'un que vous avez ignoré a sauvé ma fille. À l'intérieur du manoir, le personnel avait aussi changé son regard sur Claire. Elle n'était plus la jeune femme discrète qui nettoyait les escaliers en silence. Elle était devenue une figure à part, respectée, consultée, parfois même admirée. Certains l'appelaient Mademoiselle Claire, d'autres Madame par automatisme ou par respect. Elle, fidèle à elle-même, refusait toute distinction. Elle continuait à se lever tôt, à parcourir les couloirs, à observer les détails. Ce qui avait changé, c'était la reconnaissance. Elle n'était plus invisible.
Mais Claire savait que tout cela restait fragile, que son existence professionnelle tenait encore sur des marges, sur des tolérances accordées par une femme puissante qui avait décidé de croire en elle. Elle savait que les institutions, les ordres, les conseils restaient méfiants. Elle savait que son avenir pouvait à tout moment basculer. Mais elle avait une chose que personne ne pourrait plus lui retirer, la preuve. Une enfant sauvée, une vérité rendue publique et une dignité retrouvée. Dans une réunion tardive, un des médecins de la cellule d'analyse lui posa une question directe. « Si vous aviez eu la reconnaissance plus tôt, vous auriez fait les choses différemment. » Claire répondit sans détour. « Je n'ai pas agi pour être reconnue, j'ai agi pour qu'on ne répète pas la même erreur. La reconnaissance, c'est pour les vivants. Ce que je voulais, c'était qu'on arrête d'enterrer les morts derrière des procédures. » Et Camille, présente ce soir-là, compléta calmement. « C'est pour ça que tout ce qu'on construit ensemble mérite d'exister. Parce qu'il n'est pas né d'un besoin de briller, mais d'un refus de se taire. » Et Élise, dans sa chambre, riait doucement entre deux biberons. Un matin de printemps, alors que les premières feuilles poussaient sur les arbres du domaine, le manoir du Bois accueillit un événement discret, mais symbolique, la dernière consultation à domicile d'Élise. Elle avait maintenant 6 mois, riait avec spontanéité, tenait sa tête, attrapait les doigts de ceux qui s'approchèrent d'elle et réagissait à la voix de sa mère comme n'importe quel nourrisson en pleine santé. Les médecins avaient cessé de parler de pronostic vital. Ils évoquaient désormais un suivi pédiatrique standard. La salle qui autrefois servait d'unité de soins intensifs avait été démantelée et les machines déplacées vers une autre aile du domaine, comme pour exorciser définitivement l'angoisse qu'elles incarnaient. Élise n'était plus un cas critique. Elle était une enfant, avec un avenir. Camille, assise sur le canapé du salon principal, tenait sa fille dans les bras. Claire était là aussi, debout près de la cheminée, habillée d'une blouse blanche neuve, sans logo ni institution imprimée. Ce n'était pas un uniforme officiel, mais un vêtement fonctionnel, choisi pour accompagner le nouveau chapitre qu'elle s'apprêtait à ouvrir. Elle n'était plus une domestique, elle n'était pas non plus une infirmière diplômée. Elle était Claire Morel, fondatrice associée d'un projet médical indépendant dont les fondations avaient été posées sur la survie d'une vie que tous avaient condamnée. Le cabinet de Bordeaux, initialement modeste, s'était agrandi. Il accueillait désormais un centre d'analyse clinique, un laboratoire de documentation scientifique et une cellule juridique spécialisée dans la réhabilitation de protocoles oubliés. Plusieurs professionnels de santé y travaillaient à temps partiel, souvent en parallèle de leurs engagements dans des hôpitaux publics. L'indépendance du projet avait attiré l'attention de journalistes, de chercheurs isolés et de familles désespérées. Le centre ne promettait pas des miracles. Il ne prétendait pas guérir ce que la médecine n'avait pas encore compris, mais il offrait quelque chose de rare, une écoute et parfois une nouvelle voix. Camille avait utilisé ses ressources pour transformer l'idée initiale en initiative pérenne. Elle avait racheté un immeuble proche de l'université de Bordeaux, réaménagé en centre de recherche et d'accueil. Elle y avait imposé une règle simple: aucun traitement ne serait proposé sans confrontation directe entre les données cliniques, les observations empiriques et les retours de terrain. Claire y occupait une place singulière. Elle ne validait pas des prescriptions, mais elle questionnait. Elle apportait la nuance, la vigilance née de l'échec et de la perte. Chaque dossier qui passait entre ses mains était lu, relu, croisé avec ses propres carnets. Elle ne prétendait pas avoir raison. Elle voulait simplement que personne ne soit oublié pour de mauvaises raisons. Au fil des semaines, le nom de Claire commença à circuler dans les milieux médicaux alternatifs. Des étudiants prenaient contact pour échanger des hypothèses. Des parents partagèrent leurs dossiers. Des chercheurs exilés proposaient des publications jamais éditées. Le centre devint un carrefour d'initiatives discrètes, mais déterminées. Et Camille, bien que restée en retrait médiatique, continuait à injecter les fonds nécessaires pour que le projet vive, sans devoir répondre aux exigences des financeurs traditionnels. Mais ce n'était pas seulement un espace de travail, c'était aussi un lieu de mémoire. Claire y avait installé un petit bureau personnel, au fond du couloir principal. Sur l'un des murs, une photo encadrée, Julie souriante en uniforme scolaire. Juste en dessous, un extrait du carnet original où figurait la première combinaison de médicaments. C'était une manière de ne pas oublier, non pas pour nourrir la douleur, mais pour rappeler pourquoi chaque décision, chaque effort, chaque regard croisé comptait.
Il n'y avait pas de place pour le romantisme ou la gloire, seulement une exigence éthique. Élise, grandissant, devenait le témoin vivant de cette transformation. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait été accompli pour qu'elle respire encore, mais son existence, ses rires, ses gestes maladroits en disaient plus que n'importe quel article scientifique. Elle était la preuve concrète qu'agir malgré l'interdiction, penser malgré l'exclusion, pouvait changer une trajectoire que l'on croyait irréversible. Claire, de son côté, ne cherchait pas à réintégrer le système de santé classique. Elle n'avait pas repris ses études, ni entamé de procédure de reconnaissance officielle. Elle avait trouvé une autre forme de légitimité, née de l'impact réel de ses décisions. Camille le comprit et ne chercha jamais à la convaincre du contraire. Elle s'était imposé un respect mutuel fondé non pas sur des titres, mais sur les actes. Un jour, en fin de journée, alors que le centre fermait ses portes et que le personnel partait un à un, Camille s'approcha du bureau de Claire. Elle déposa un dossier sur sa table, puis s'assit face à elle. « On vient de recevoir ce cas. Une fillette de 5 mois. Même type de diagnostic qu'Élise. Il refuse de tenter quoi que ce soit. Les parents sont épuisés. Tu veux le lire ?» Claire prit le dossier, l'ouvrit. Après quelques minutes de lecture, elle leva les yeux. « Oui, je veux le lire, et je veux le comprendre. » Camille sourit légèrement, sans mot dire, puis se leva. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un réseau, d'un mouvement, d'une manière nouvelle d'envisager la médecine. Une médecine faite d'initiatives personnelles, de courage silencieux, de confrontation constante entre ce qu'on sait et ce qu'on ose. Ce n'était pas une révolution spectaculaire, c'était une révolution intime. Le manoir du Bois était resté en arrière-plan, devenu un simple lieu de résidence, tandis que le centre à Bordeaux, sobrement nommé Élise Pôle d'études cliniques émergentes, devenait une adresse connue, respectée, parfois contestée, mais jamais ignorée. Le nom avait été choisi par Claire, pas pour glorifier la survie d'une enfant, mais pour rappeler que, parfois, une heure de vie, quand elle est prolongée à temps, suffit à tout réécrire. Le cœur d'Élise avait battu 1 heure de plus. Puis une autre, et encore une. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas le hasard, c'était une décision, une prise de risque, une rupture. C'était la preuve qu'une seule action, menée au bon moment, pouvait inverser le cours d'un destin. Et cette action, elle n'était pas venue d'un laboratoire, ni d'un bureau ministériel, ni d'un congrès médical. Elle était venue d'une jeune femme que personne n'avait écoutée, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Claire Morel n'avait pas voulu changer le monde, mais elle avait choisi de ne plus se taire, et c'est là que tout avait commencé.